m'appelle Élise Moreau et pendant de nombreuses années, j'ai vécu une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. J'ai 50 ans, je suis divorcée et je suis une femme d'affaires prospère à Londres. J'ai construit ma propre entreprise de mode à partir de rien, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des marques les plus fortes de la ville. On me décrit souvent comme élégante, incisive et sûre de moi. Je conduis une Mercedes noire, je porte des talons hauts tous les jours et j'avance dans la vie avec l'image d'une femme qui n'a besoin de personne. Mais la vérité est différente. Derrière cette image solide se cache quelqu'un qui porte la solitude depuis longtemps. Le succès remplissait mes journées, mais laissait mon cœur vide. Je n'avais pas de partenaire, personne qui m'attendait, personne qui connaissait mes peurs ou mes rêves. Je me disais que c'était le prix de l'ambition. Je prétendais ne pas m'en soucier. Mais dans les moments silencieux, surtout le soir lorsque les lumières de la ville s'éteignaient, je me sentais seule dans un monde que j'avais construit de mes propres mains. Un après-midi ensoleillé, je suis partie à Oxford pour me vider l'esprit. Je voulais un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais simplement exister sans la pression d'être Élise Moreau, la femme d'affaires accomplie. J'ai trouvé un petit café universitaire et je suis entrée. La salle était remplie d'étudiants qui riaient, débattaient, étudiaient, entraient et sortaient avec leurs livres et leurs sacs. Leur énergie paraissait chaleureuse et vivante. J'ai commandé un café et me suis assise près de la fenêtre. La lumière du soleil tombait doucement sur ma table, réchauffant mes mains. Pendant un instant, je me suis sentie invisible. Personne ne me regardait. Personne ne chuchotait ou ne me dévisageait. Ils étaient tous occupés par leur jeune vie. J'ai respiré profondément. C'était paisible, puis je l'ai vu. À une table, dans un coin, était assis un jeune homme, peut-être 25 ans. Il était grand, avec des cheveux brun foncé et des yeux doux, pensifs. Ses vêtements étaient au propre mais très usés. Et ses chaussures avaient de petits trous près des bords. Il regardait le menu, puis son portefeuille mince. Je l'ai vu pincer les lèvres avec inquiétude. Il était clair qu'il avait faim, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir se permettre même un petit repas. Quelque chose en moi a bougé. Peut-être était-ce la solitude que j'avais enfouie pendant des années. Peut-être était-ce la simple gentillesse
qui trouve parfois son chemin quand on s'y attend le moins. D'habitude, je ne parle jamais aux inconnus, encore moins aux jeunes hommes. Mais quelque chose chez lui était différent. Il ne mendiait pas. Il ne jouait pas la comédie. Il luttait simplement en silence. Je me suis levée avant de pouvoir changer d'avis et j'ai marché vers lui. Il leva les yeux surpris comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le remarque. « Bonjour », dis-je doucement. « Vous avez faim ?» Il hésita. « Oui, un peu », répondit-il timidement. « Je peux vous offrir le déjeuner », proposai-je avec un léger sourire. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Oh non, vous n'avez pas à faire ça. Je vais me débrouiller, vraiment. »« Ça, s'il vous plaît, » dis-je. Voyez cela comme un simple geste de gentillesse. Il me regarda un long moment. Quelque chose dans son expression se radoucit. « Merci », murmura-t-il. Nous avons commandé un repas et nous nous sommes assis ensemble. Il mangea rapidement, presque trop rapidement, comme s'il avait sauté le petit déjeuner et peut-être même le dîner la veille. Lorsqu'il eut terminé, il sembla gêné. Mais je me contentai de lui sourire avec bienveillance. Il s'appelait Luca Reed. Il était étudiant à l'université en littérature et travaillait à temps partiel dans un café. Ses mains étaient rugueuses et fatiguées par de longues heures de travail, mais ses yeux brillaient de curiosité et d'espoir. Il parlait de ses cours, de ses amis, de ses rêves. Il parlait avec honnêteté, humour et une sorte d'innocence rare dans mon monde. À ma surprise, je me suis retrouvée à rire de ces petites plaisanteries, rire réellement. Pas ce rire poli que j'offre lors des dîners d'affaires. Un vrai rire. Quelque chose s'est réchauffé en moi. J'ai oublié mon âge, mes responsabilités et les murs froids que j'avais construits autour de mon cœur. Dans ce café, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. Au fil des semaines, nous avons continué à nous revoir. Cela a commencé par un simple « Vous êtes libre pour un café ?» et s'est lentement transformé en longues promenades dans le parc, des conversations au bord de la rivière et des moments tranquilles dans des coins cachés d'Oxford. Il me posait des questions sur ma vie avec une véritable curiosité, pas parce qu'il voulait quelque chose de moi. Je lui parlais de ses études et il évoquait avec passion les livres et les idées. Parfois, lorsque nous marchions côte à côte,
Il écartait doucement une mèche de mes cheveux. Parfois, il me tenait la main un peu trop longtemps avant de la lâcher. Ces petits gestes faisaient battre mon cœur plus vite que je ne l'aurais imaginé. J'avais oublié ce que cela faisait. Un soir, alors que nous étions assis près de la rivière, il se pencha vers moi. « Élise, dit-il doucement, quand je suis avec toi, je me sens revivre. Mon cœur bat vite. » Sa voix tremblait légèrement tandis qu'il effleurait ma joue. Ma respiration se bloqua. Puis il m'embrassa. Cela commença doucement, comme une question. Quand je fermais les yeux et que je l'embrassais en retour, le baiser devint plus profond, plus chaud, irrésistible. À cet instant, tout le reste disparut. Mon âge, mon statut, le jugement de la société, les murmures qui suivraient sûrement. Il n'y avait que lui et la chaleur soudaine entre nous. Les jours passèrent et notre relation grandit naturellement. Nous partagions des dîners, des plaisanteries, des secrets et des rêves. Il me faisait me sentir jeune à nouveau, d'une jeunesse qui n'avait rien à voir avec l'apparence et tout, à voir avec les émotions. Il me respectait, il m'écoutait, il me faisait me sentir vue dans un monde où je devais habituellement prétendre. Puis, un après-midi, alors que nous étions assis ensemble dans le café où nous nous étions rencontrés pour la première fois, il prit ma main et me dit quelque chose qui me fit rire de surprise. « Élise, épouse-moi. » Je le regardais, stupéfaite. « Lucas, tu es sérieux ?» Il hocha la tête, le regard ferme. « Je t'aime. J'aime ton cœur, pas ton argent. Tu me fais me sentir en sécurité, compris et entier. » Je voulais le croire. Et peut-être qu'au fond, j'avais besoin de le croire. Nous avons décidé d'avoir un petit mariage à l'étranger. Pas d'invités, pas de grand événement, pas de médias. Juste nous deux, debout sur une colline ensoleillée en Italie, avec une brise douce, une lumière chaude et la mer au loin. La cérémonie fut simple et magnifique. Il tenait mes mains, me regardait droit dans les yeux et me promettait de m'aimer. Je ressentais la même chose. Je croyais en notre avenir. Après le mariage, il devint encore plus tendre. Il m'embrassait souvent, me tenait serré chaque matin, me murmurait des mots doux le soir et me regardait avec une tendresse qui faisait fondre toutes mes peurs. Pour la première fois de ma vie, je pensais avoir trouvé le vrai bonheur. Mais le bonheur peut cacher un danger et l'amour peut cacher des mensonges.
Notre nouvelle vie ensemble semblait presque magique au début. Lucas était devenu le centre de mes journées. Il m'apportait du café le matin, m'embrassait avant que je parte au travail et m'attendait le soir avec un sourire chaleureux. Il remplissait ma maison silencieuse de rires et de musique douce. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais en sécurité, aimée et comprise. Mais peu à peu, de petites ombres commencèrent à apparaître. Un soir, je le trouvais assis au bord du lit, serrant son téléphone avec force. Son visage avait perdu toute couleur et ses mains tremblaient légèrement. Lorsqu'il leva les yeux vers moi, une lueur de peur traversa son regard. « Élise, murmura-t-il, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je doucement. « C'est à propos de mon ex-petite amie, » dit-il. « Elle s'appelle Mia. » Ce nom ne me disait rien, mais la façon dont il le prononça me mit mal à l'aise. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Il prit une profonde inspiration comme s'il se préparait à avouer quelque chose de douloureux. Elle est en colère. Elle veut me faire du mal. Elle a dit qu'elle irait voir la police, qu'elle va mentir. Elle dira que je t'ai utilisé pour ton argent, que je t'ai épousé pour ton entreprise. Un choc glacé me traversa. Pourquoi dirait-elle ça? Il baissa les yeux, honteux. Elle dit que je l'ai abandonnée, qu'elle m'a soutenue et que maintenant je suis avec quelqu'un d'autre. Elle veut se venger, elle veut de l'attention, elle veut... Sa voix se brisa, elle veut de l'argent. Le silence envahit la pièce. Je le regardais, ses épaules tremblaient. Il semblait jeune, fragile, perdu. Comme un enfant terrifié demandant protection. Une partie de moi voulait poser des questions, creuser, comprendre la vérité. Mais une autre, la partie qu'il aimait, voulait immédiatement le protéger. « De quoi as-tu besoin ?» demandai-je doucement. Il avala difficilement. « Mia veut que je la paie, pour qu'elle se taise. Je ne veux pas te le demander, j'ai honte. Mais j'ai peur de ce qu'elle peut faire. » Je pris ses mains. « Lucas, nous sommes mariés. Nous nous aidons. Dis-moi le montant. » Il sembla soulagé, presque trop soulagé. « 1000, murmura-t-il. Je fis le virement cette nuit-là. Il me serra fort dans ses bras, m'embrassa le front et dit « Merci, tu m'as sauvé. » Pendant un temps, tout redevint normal. Il était à nouveau affectueux, chaleureux et aimant,
Mais après quelques semaines, il revint avec une autre expression inquiète. « Mia est encore en colère, dit-il. Elle dit qu'elle a besoin de plus. C'est la dernière fois, je te le promets. Je gère la situation, mais j'ai juste besoin d'un petit coup de main. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Chaque fois, je le croyais. Chaque fois, il avait l'air effrayé, vulnérable, désespéré. Chaque fois, je voulais le protéger. Les montants augmentaient lentement. Petit au début, puis plus grand. 500, 2000, 4000. Chaque fois, il avait une histoire, une raison, une peur. Parfois, il disait que Mia l'avait encore menacé. Parfois, il disait qu'elle voulait envoyer des messages à la presse. Parfois, il disait qu'elle avait des photos ou de vieilles conversations. Je continuais de donner. Je l'aimais, je lui faisais confiance et je craignais de le perdre. Mais au fond de moi, quelque chose de petit et de froid commença à grandir, comme une graine de doute. Ses yeux évitaient parfois les miens. Son sourire semblait parfois forcé. Ses explications devenaient moins claires, plus nerveuses. Pourtant, j'ai ignoré les signes. Un matin, je me réveillai et tendis la main vers son côté du lit. Il était froid. Je me redressai lentement. « Lucas ?» Pas de réponse. Je vérifiai la salle de bain vide. J'allai jusqu'à la penderie. Ses vêtements avaient disparu. Les étagères où il gardait ses livres étaient vides. Le coin où ses chaussures reposaient toujours était nu. Je sentis mon cœur remonter jusqu'à ma gorge. Je traversai la maison rapidement. Le salon, la cuisine, la chambre d'amis, silencieux, intacts. « Lucas !» appelai-je. Rien. Je pris mon téléphone et composai son numéro. Une sonnerie, puis le silence. Son téléphone était éteint. Mes mains commencèrent à trembler. Je me rendis à mon bureau et allumai mon ordinateur portable. Je vérifiais mes comptes bancaires. Ma respiration se bloqua dans ma poitrine. De grosses sommes d'argent manquaient, lentement, mois après mois, des virements dont je ne me souvenais pas, des paiements que je n'avais jamais approuvés. « Non, » murmurai-je, « non, non, non. » J'ouvris les comptes de l'entreprise, encore plus d'argent manquait. Déplacés discrètement, soigneusement, en petites sommes qui ressemblaient à des dépenses professionnelles, mes jambes se dérobèrent. Je m'assis sur le sol, le monde tournant autour de moi. Il n'y avait pas de Mia, pas de menace, pas de danger, pas de chantage, seulement des mensonges.
Lucas avait tout prévu depuis le moment où il m'avait laissé lui acheter un déjeuner jusqu'au jour où il m'avait demandé de l'épouser. Chaque geste tendre, chaque mot doux, chaque baiser, tout faisait partie du rôle. Il avait pris ma confiance, mon cœur, mon argent et ma paix. Il avait joué le rôle du mari aimant à la perfection, jusqu'au moment où il n'avait plus besoin de faire semblant. Mon cœur se fendait comme du verre dans ma poitrine. La maison semblait froide, vide, étrangère. Une question tournait sans cesse dans mon esprit. Comment a-t-il pu faire ça? Comment n'ai-je rien vu? Pendant des jours, j'ai pleuré seule. Pendant des nuits, je n'ai pas dormi. Je me suis blâmée, détestée, j'ai douté de tout, de mon jugement, de ma valeur. Mais lentement, quelque chose en moi recommença à grandir. Pas l'amour, pas l'espoir, mais la force. J'ai contacté mes avocats, j'ai protégé mon entreprise, j'ai reconstruit mes comptes, j'ai coupé toutes les connexions qu'il aurait pu utiliser. J'ai réappris à faire confiance à mes instincts. Ce n'était pas facile. Cela a pris des mois. Mais je me suis relevée. Plus forte qu'avant. Plus sage qu'avant. Aujourd'hui, je vis près de la mer dans une maison calme et magnifique. Je dirige toujours mon entreprise. Je suis toujours riche, mais je marche dans la vie avec un regard nouveau. L'amour peut être chaleureux et vrai. Mais l'amour peut aussi cacher les mensonges les plus tranchants. Un chagrin peut te détruire. Mais un chagrin peut aussi te façonner en quelqu'un de plus fort. Lucas a peut-être disparu de ma vie, mais les leçons qu'il a laissées derrière lui resteront avec moi pour toujours. Je ne les oublierai jamais.